Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder un problème qui va beaucoup intéresser les candidats au baccalauréat. Donc ça, c'est la première partie, donc la partie A d'un exercice sur les fonctions. Et donc, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment est-ce qu'il faut étudier la continuité d'une fonction, la dérivabilité évidemment, même la parité d'une fonction et ce qui suit, d'accord? Lorsque vous avez une fonction qui est paire ou impaire, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement, d'accord? Puis après, nous allons regarder également comment est-ce qu'il faut démontrer que l'équation f de x est égale à quelque chose admet une solution unique et comment est-ce qu'il faut utiliser la méthode de dichotomie ou de balayage, par exemple, pour déterminer une valeur approchée de la solution unique, par exemple. Et donc ça, c'est la partie A que nous allons faire dans cette vidéo. Si la partie B vous intéresse, vous allez juste commenter pour peut-être réclamer la partie B que je ferai certainement dans une autre vidéo. Donc, nous allons commencer. Donc, la toute première question, ou bien la première partie, c'est de regarder la fonction. Donc, on se propose ici d'étudier le f1. Parce que notre fonction, c'est fn au départ. Donc, c'est une fonction, disons, paramétrée par l'entier n. Donc, on va considérer le f1. Le f1, d'accord, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste réécrire la fonction en remplaçant n par 1. D'accord? Donc, je réécris cette fonction-là. Puis, je remplace le n par 1. OK. f1 de x, c'est exactement égal à x, logarithme népérien de la valeur absolue de x, si x est différent de 0. D'accord? Et f1 de 0, c'est égal à 0 parce que nous n'avons pas de n de ce côté-là. Donc ça va être la fonction que nous allons étudier dans la partie A. Nous allons nous concentrer sur cette fonction-là, d'accord, dans la partie A. D'accord? OK, la première question nous dit d'étudier la continuité. D'accord? Globalement, pour le faire, vous pouvez, si vous voulez, regarder le domaine de définition de votre fonction, d'accord, pour pouvoir être sûr que le point I0 où vous étudiez la continuité est bien dedans. Ici, nous sommes en 0. Si le 0 appartient au domaine de définition. Puis, vous allez calculer la limite lorsque x tend vers 0 pour faire remarquer que c'est égal à f de 0. D'accord? Mais pour d'autres, ça, ce n'est pas vraiment nécessaire le domaine de définition parce que dès que vous avez le f1 de 0 qui vous donne déjà 0, c'est-à-dire qu'on peut déjà calculer, cela suppose effectivement que la fonction est définie en 0. D'accord? Mais ici, je vais le faire parce que dans la suite, je n'aurai plus besoin de ça. Je vais juste continuer mon travail. Donc ici, avec aussi la fonction étant très facile, le domaine de définition ici, le domaine de définition de la fonction f1, d'accord, ça va être juste ce domaine que j'appelle D1 union ceci. Donc, c'est juste union le singleton 0, d'accord? Donc, ça va être exactement D1 union le singleton 0, d'accord? Mais D1, c'est quoi? D1, c'est exactement l'ensemble x éléments de R étoile à cause de ceci, d'accord? Tel que cette fonction-là existe. Tout ce machin-là existe. D'accord? Mais puisque j'ai le logarithme népérien, ça va exister si seulement si ce qui est à l'intérieur vérifie les bonnes conditions. Mais le logarithme népérien avec la valeur absolue, qu'est-ce qu'on pose? On pose tout ce qui est à l'intérieur différent de 0. Et donc, je vais juste dire que c'est x élément de R étoile tel que x différent de 0. D'accord? Et donc, ça, vous le savez, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est R étoile, tout simplement. D'accord? Donc, parce que vous avez le x différent de 0, vous êtes dans R étoile, ça fait R étoile. Maintenant, le domaine, ça va être plus facile. Dans le domaine de la fonction f1, ça fait R étoile, union 0. Et ça fait R. Parce qu'ici, on exclut le 0, puis après, on rajoute le 0, ça devient R.
Donc ça va être notre domaine. Le R va être le domaine sur lequel nous allons travailler tout au long de notre étude, d'accord, dans la partie A. Donc, le 0 appartient bien sûr au domaine. 0 appartient bien sûr au domaine de la fonction f1. Donc, nous allons regarder maintenant la limite lorsque ins tend vers 0 de f1 de ins. Ça, c'est égal à la limite lorsque ins tend vers 0 de quoi par exemple? De x logarithme impérien de la valeur absolue de ins. Et ça, c'est une limite remarquable, même si elle a la valeur absolue ou non. Ça, c'est une limite remarquable, ça donne 0. D'accord? Je vous rappelle juste que c'est exactement cette limite remarquable, limite lorsque ins tend vers 0, de la valeur absolue de ins exposant R, ceci par exemple. Ça, c'est 0 tout le temps. D'accord? Donc, si vous l'appliquez, vous allez avoir exactement 0. D'accord? Donc, on constate que f1 de 0 aussi, c'est quoi? C'est égal à 0. Donc, la limite, lorsque ins tend vers 0 de la fonction est exactement égal à f1 de 0. Par conséquent, la fonction f1 est continue. Donc, conclusion, f1 est continue en 0. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on nous demande maintenant d'étudier la dérivabilité. Et ça, vous le savez déjà. Pour faire la dérivabilité, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la limite du taux de variation, puis on regarde si le résultat va être un réel. Si le résultat est un réel, ça veut dire que la fonction est dérivable, sinon la fonction n'est pas dérivable. Donc la limite du taux de variation ici, ça va être la limite lorsque ins tend vers 0 de f1 de ins moins f1 de 0 sur ins moins 0. Donc on va essayer de calculer cette limite. Donc ça, c'est égal à quoi? Limite lorsque ins tend vers 0 de x logarithme impérien de la valeur absolue de ins moins f de f1 de 0 qui n'est rien d'autre que 0, donc moins 0 sur ins moins 0. Donc on peut essayer d'oublier les 0, ça nous donne ins logarithme impérien de la valeur absolue de ins sur ins lorsque ins tend vers 0. Ça, c'est exactement égal à la limite lorsque ins tend vers 0 du logarithme impérien de la valeur absolue de ins. Mais cette limite, on le sait également, c'est moins l'infini, d'accord? Parce que lorsque ins tend vers 0, la valeur absolue de ins tend vers un 0 qui est positif, d'accord? Et donc, le logarithme impérien d'un 0 positif, en termes de limite, c'est exactement moins l'infini. Par conséquent, la fonction n'est pas du tout dérivable. Donc, ici, f1 n'est pas dérivable. Mais puisque vous avez la limite directement du taux de variation qui vous donne l'infini, on conclut dans ce cas que la courbe, puisqu'on nous demande ici d'interpréter graphiquement le résultat obtenu, d'accord? Donc, en géométrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f1, d'accord, admet une tangente qui est verticale, d'accord? Ici, on n'a pas besoin de parler des demi-tangentes, d'accord? Parce que lorsque vous avez deux demi-tangentes dont les supports sont les mêmes, ça devient une tangente, d'accord? Donc ici, la limite donne directement ça. Si c'était la limite, si la limite à gauche donnait l'infini, la limite à droite donne aussi l'autre infini, là, on va conclure que vous avez deux demi-tangentes qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes supports, d'accord? Mais ici, les deux demi-tangentes ont le même support. Par conséquent, on va juste parler de tangentes verticales. Ici, interprétation géométrique, donc interprétation. Donc, limite de f de ins moins f1 de 0 sur ins moins 0 lorsque ins tend vers 0 directement donne moins l'infini. D'accord? Donc, la courbe de la fonction f1 admet une tangente verticale. Une tangente admet une tangente, disons, verticale, d'accord, d'équation ins égale à ins0, d'accord, donc ça vous donne ins égale à 0. Ça, c'est exactement l'équation de votre
tangente, d'accord? Sinon, les demi-tangentes qu'on pouvait avoir, par exemple, il suffit de répéter la même chose, c'est-à-dire que par valeur inférieure, ça donne toujours ça, par valeur supérieure, donne toujours ça. Donc, on aura deux demi-tangentes. Vous allez avoir ici ins égale à ins 0, mais le y, donc ins égale à 0. Premièrement, puisqu'il y a, ici vous n'avez pas valeur inférieure qui vous donne moins l'infini, ça veut dire que c'est supérieur ou égal à f de 0. Vous voyez qu'il y a encore 0. L'autre demi-tangente va être ins égale à 0 toujours, mais le y va être inférieur ou égal à 0. D'accord? Puisque les deux supports sont, les deux demi-tangentes verticales ont le même support, donc on n'a pas besoin de dispatcher les situations. Donc, parfait. Maintenant que vous avez ça, on passe à la question 3. La question 3, on dit de calculer maintenant les limites de la fonction f1 en moins l'infini, puis en plus l'infini. Donc, limite lorsque ins tend vers moins l'infini de f1 de ins, c'est exactement la limite lorsque ins tend vers moins l'infini de x logarithme impérial de la valeur absolue de ins. Donc, ici, ce n'est pas du tout difficile. Je regarde juste que la fonction que j'ai en face de moi, c'est un produit. Donc, je regarde la limite du premier facteur, puis la limite du second facteur. La limite du premier facteur, ça, c'est moins l'infini. Mais la limite du second facteur, c'est quoi? Je regarde d'abord cette limite-là. D'accord? Ou bien, si je veux, je peux dire que puisque le ins tend vers moins l'infini, la valeur absolue de ins, c'est moins ins. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et donc, si le ins tend vers moins l'infini, ce qui se passe, c'est que tout ceci tend vers plus l'infini. Le logarithme impérien vient, ça donne plus l'infini. Et donc, j'ai moins l'infini ici, multiplié par plus l'infini de ce côté-là. Donc, le résultat, ça fait moins l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de x, c'est moins l'infini, lorsque ins tend vers moins l'infini. Et la limite de le logarithme impérien de la valeur absolue de ins, ça, c'est plus l'infini, lorsque ins tend vers moins l'infini. D'accord? Et donc, j'ai ça. Maintenant, c'est quoi maintenant la limite en plus l'infini? D'accord? Limite en plus l'infini de f1 de ins, c'est exactement la limite en plus l'infini de ins logarithme impérial de la valeur absolue. Je fais exactement la même chose, mais cette fois-ci, j'obtiens ça qui me donne plus l'infini. Le second facteur aussi me donne plus l'infini. Le produit, ça me donne plus l'infini. D'accord? Donc, on peut encadrer tout ceci. Ça, c'est la limite en plus l'infini. Ça, c'est la limite en moins l'infini. On passe maintenant à la question suivante. On nous dit d'étudier la parité de la fonction. D'accord? Pour étudier la parité d'une fonction, qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord. D'accord? Le domaine. D'accord? Le domaine doit être symétrique par rapport à 0. Donc, ici, vous avez le domaine qui est R. Donc, ça veut dire que c'est un domaine symétrique par rapport à R. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour tout ins dans le domaine, le moins ins aussi est dans le domaine. Parce que vous avez le domaine qui est R, donc c'est bien symétrique par rapport à l'origine. Donc, on calcule maintenant l'image en f de ins. Donc, on va regarder f1 de ins de moins ins, par exemple. Puis, on va comparer ça par rapport à f1 de ins. Si c'est exactement la même chose, on va conclure que la fonction est paire. Mais si c'est égal à l'opposé, on va dire que la fonction est impaire. D'accord? Donc, dans le cas contraire, si ça ne vérifie pas les deux conditions, on dit que la fonction n'est ni paire ni impaire. Donc, c'est ce que nous allons faire ici maintenant. Donc, f1 de moins ins, par exemple, d'accord? f1 de moins ins, premièrement, f1 de 0, ça on le connaît déjà, ça c'est 0, il n'y a aucun souci. Mais f1 de moins ins, d'accord? C'est de prendre maintenant la fonction. Donc ici, f1 de moins 0, c'est encore f1 de 0. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais je regarde maintenant f1 de moins ins. Ça, c'est ma fonction. D'accord? Je remplace dans cette affaire-là le ins par moins ins. D'accord? Donc, f1 de moins ins, ça me donne moins ins, logarithme impérien de la valeur absolue de moins ins.
D'accord? Et donc ça me donne moins x. D'accord? Puisque la valeur absolue de moins x, c'est encore la valeur absolue de x. Donc je remets encore ça me donne valeur absolue de x. D'accord? Pourquoi? Parce que la valeur absolue de moins x ne change pas, c'est toujours la valeur absolue de x. Ça ne change pas. Et donc, je vais essayer de comparer cette fonction-là avec la fonction de départ. Ça, c'est moins f1 de x. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que pour tout x élément de R, f1 de moins x, c'est encore égal à moins f1 de x. Et ça, c'est conforme avec la deuxième, donc le fait que la fonction soit impaire. Donc, on va conclure juste que f1 est une fonction impaire. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire géométriquement? Donc, on nous dit d'interpréter graphiquement ce résultat. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? D'accord? Graphiquement, ça voudra dire que l'origine de votre repère est juste un centre de symétrie. C'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction f1, d'accord, est symétrique par rapport à l'origine. Symétrique par rapport à l'origine du repère, d'accord? Par rapport à l'origine du repère, d'accord? C'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0. Donc, ça permet vraiment d'étudier, par exemple, si vous le souhaitez, par exemple, parce que ça, c'est quoi? C'est moins l'infini à plus l'infini. Ça vous permet de diviser de casser l'intervalle en deux et puis de se concentrer, par exemple, sur un côté, puis après de faire, de juste construire le symétrique de ce que la partie, c'est-à-dire vous cassez ceci, par exemple, en deux. Donc, vous pouvez étudier la fonction sur 0 à plus l'infini, puis après déduire les informations sur l'intervalle moins l'infini à 0 en utilisant le fait que la fonction soit admettre 0 comme l'origine et comme centre de symétrie. Mais vous n'êtes pas obligé, si on ne vous impose pas cela, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste travailler, mais c'est toujours bien de comprendre ça de cette manière-là. La question qui suit, on vous dit maintenant d'étudier maintenant les variations, puis de dresser son tableau de variations complet sur son ensemble de définitions. Donc, vous voyez, on va juste faire le travail comme cela se doit. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ici, on a déjà le domaine de définition, je rappelle juste ça. Le domaine de définition, c'est R. D'accord? La continuité, c'est des fonctions qui sont continues et dérivables en tout point, sauf en 0, où on a constaté que la fonction n'est pas dérivable. D'accord? Donc, on a constaté que la fonction n'est pas dérivable en 0. Et donc, ce que nous allons faire, c'est juste de regarder les autres cas. D'accord? Donc, on peut juste regarder les autres cas. Donc, la fonction est continue et dérivable. D'accord? Donc, continue sur R. La dérivabilité, c'est continu en tout point et dérivable, pardon, en tout point de R étoile. Donc, on peut maintenant dériver la fonction, d'accord? Pour tout élément de R étoile, comment est-ce qu'on va dériver f1 de x, d'accord? Je rappelle ici que f1 de x, c'est x logarithme népérien de la valeur absolue de x. Donc, encore une fois, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé, lorsque vous voulez dériver la fonction logarithme népérien avec la valeur absolue, d'enlever la valeur absolue. Ce n'est pas nécessaire, d'accord? Vous pouvez juste travailler naturellement avec la valeur absolue en dérivant naturellement. C'est-à-dire quoi? Le logarithme népérien de la valeur absolue de x, si vous cherchez sa dérivée, d'accord? C'est exactement u' de x sur u de x. Ça ne change pas, d'accord? Vous voyez? Donc, pour dériver cette fonction, je vais juste considérer ma fonction comme étant un produit de fonctions. Donc, je commence par dériver ceci d'abord, fois tout ça. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, la dérivée de la fonction qui a x associé x,
c'est égal à 1. Donc, ça fait 1 multiplié par le logarithme impérial de la valeur absolue de x. Plus maintenant, d'accord, le x multiplié maintenant par la dérivée maintenant de la fonction logarithme impérial, qui n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, divisé par la fonction qui est à l'intérieur. Donc, ça me donne 1 sur x. Vous voyez, donc ça me donne le logarithme impérial de la valeur absolue de x plus 1. Mais dès que j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant étudier le signe, d'accord? J'ai plusieurs possibilités pour étudier le signe de ces genre de fonctions. Je peux juste poser, d'accord, f1' de x strictement positif, par exemple, et voir clairement l'intervalle sur lequel la fonction, la dérivée est positive, d'accord? Donc ça veut dire que le logarithme impérial de la valeur absolue de x plus 1 est strictement positif. Et donc, le logarithme impérial de la valeur absolue de x est strictement supérieur à moins 1. Puis je continue en disant que ça veut dire que la valeur absolue de x est strictement supérieure à exponentielle de moins 1. D'accord? Donc, puisque j'ai maintenant cette condition-là, je peux juste dire que notre fonction maintenant va être strictement croissante sur tout intervalle vérifiant ça. Or, vous savez manipuler ceci. Ça veut dire que le x est plus grand que exponentielle de moins 1 ou x est plus petit que moins exponentielle de moins 1. Donc, je rappelle ça dans ce petit rectangle. Si vous avez la valeur absolue de x qui est plus grand qu'un nombre positif, ça veut dire que le x est plus grand que r ou le x est plus petit que moins r. D'accord? Et donc, c'est exactement ça. Donc, on va conclure que la fonction f1 est strictement croissante. Je vais le mettre sous cette forme-là. D'accord? Sur chacun des intervalles. Sur chacun des intervalles. D'accord? Disons, ça va être moins l'infini à moins exponentielle de moins 1. Et l'autre, ça va être exponentielle de moins 1 à plus l'infini. Donc, sur les autres intervalles, c'est-à-dire que donc f1 est strictement décroissante. J'utilise ce symbole-là, vous pouvez l'écrire en toutes lettres. Est strictement décroissante sur maintenant chaque intervalle. Donc, sur l'intervalle restant, c'est-à-dire que sur l'intervalle restant, c'est-à-dire moins exponentielle de moins 1 à 0, parce que la fonction n'est pas dérivable en 0, il faut bien séparer les choses. Et sur 0 à exponentielle de moins 1. Vous pouvez visualiser ceci en faisant juste ceci. Ça, c'est exponentielle de moins 1. Moins exponentielle de moins 1, il y a le 0, là où la fonction n'est pas dérivable. Puis, vous avez exponentielle de moins 1. Donc, on a déjà traité ce cas-là. On a constaté que c'est strictement croissante. Ici aussi, strictement croissante. Il reste juste cet intervalle, mais on doit bien sauter, c'est-à-dire exclure le 0. D'accord? OK. Maintenant, on passe à la question. On continue avec la question sur l'étude de variation. Donc, puisque nous avons déjà le sens de variation et tout, on peut faire juste notre petit tableau qui résume tout. D'accord? Donc, le tableau ne va pas être compliqué. Ça va être juste ceci. On met tout le domaine, c'est moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Nous avons des points critiques, évidemment. Nous avons moins exponentielle de moins 1. Nous avons plus exponentielle de moins 1. Nous avons 0 qui est pareil également comme un point critique. Donc ici, vous avez la dérivée, d'accord, où la fonction n'est pas du tout dérivable. D'accord? Et ici, ce sont juste des points où la fonction s'annule, la dérivée s'annule. Et puis en fonction du signe qu'on vient d'avoir tout à l'heure, nous avons plus ici, des deux côtés, puis nous avons moins ici. Donc nous allons maintenant compléter ce tableau-là en mettant maintenant les variations. Et ça, vous avez plus vous indique ceci. Et moins vous indique ça. Ici, on peut le faire jusqu'ici. Ça, c'est pas tout à fait un problème. Puis après, vous avez ça. Donc, à moins l'infini, lorsqu'on avait calculé la limite, qu'est-ce qu'on avait? On avait constaté que ça, c'est moins l'infini. D'accord? En plus, l'infini, c'est également plus l'infini. Maintenant, on va calculer f de f1
de exponentielle de moins exponentielle de moins 1. Donc, on regarde juste la fonction. Ça nous donne exactement moins 1. D'accord? Donc, on va remplacer les choses correctement. Donc, ça nous donne moins exponentielle de moins 1 fois le logarithme népérien de la valeur absolue de moins exponentielle de moins 1. Et ça, comme je l'ai dit tantôt, ça nous donne moins exponentielle de moins 1 fois le logarithme népérien de exponentielle de moins 1. L'exponentielle de moins 1, c'est moins 1. Donc, ça nous donne exponentielle de moins 1. Pour ceux qui ne maîtrisent pas ça, c'est encore 1 divisé par E. Donc, ici, on met 1 divisé par E. D'accord? Ici, on fait la même chose. Le F1 de exponentielle de moins 1, on fait la même chose. Donc, ça fait exponentielle de moins 1 fois le logarithme népérien de exponentielle de moins 1. Et ça, donc, le logarithme népérien de exponentielle de moins 1, c'est moins 1. Et ça me donne moins exponentielle de moins 1. C'est ça, on fait une copie ici. Voilà. Donc, si vous le voulez, vous pouvez également rappeler le f de 0 que vous allez mettre ici pour juste dire que la fonction doit passer par le point de coordonnées 0, 0 pour ne pas l'oublier. Ça permet d'avoir une très bonne précision de ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Maintenant, nous avons tout et puis c'est bon. Donc, on passe maintenant au suivant, qui est la question 6. Donc, dans la question 6, on nous dit de montrer que l'équation f1 de x égale à E admet une solution unique sur cet intervalle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce genre de questions? On regarde juste si votre fonction est continue strictement croissante sur le domaine en question. D'accord? Or, avec ce que nous venons de faire, il est clair que l'intervalle 2 à plus l'infini, c'est que 2 à 3, pardon, c'est ici. D'accord? Et donc, la fonction est continue et strictement croissante d'ailleurs. D'accord? Donc, nous allons juste faire une copie en disant que F1, donc ça, c'est la question 6. F1 est continue et strictement croissante. Donc, j'utilise ce symbole-là. Sur l'intervalle 2, 3, vous pouvez dire que c'est continue strictement croissante sur E-1 à plus l'infini, puisque 2 à 3, puisque l'intervalle 2, 3 est contenu ici. D'accord? Ça veut dire qu'on conserve tout simplement le sens de variation. Donc, F1 est continue et strictement croissante sur cet intervalle. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de calculer l'image de cette fonction-là. Donc, pour calculer l'image de cette fonction-là, je fais F1 de 2, 3, qui me donne, parce que la fonction est croissante, ça me donne exactement F1 de 2. D'accord? Et puis F1 de 3. Si c'était décroissante, j'allais commencer par calculer d'abord F1 de 3, après F1 de 2. Donc ça, c'est exactement, je remplace juste les choses, ça fait 2 logarithmes népérien de 2. Et puis ici, ça fait 3 logarithmes népérien de 3. D'accord? Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de déterminer les valeurs approchées de ces machins-là. D'accord? Ça me permettra de dire si le... comment on appelle-t-on? Donc, je vais essayer de regarder la valeur approchée rapidement de ça. Donc, 2 logarithmes népériens. Donc, vous pouvez utiliser facilement votre machine. D'accord? Donc, ça me permet d'avoir 1, donc, 2 logarithmes népériens de 2, c'est sensiblement égal à 1,38. Vous pouvez vérifier avec votre machine. Et puis, 3 logarithmes népériens de 3. D'accord? 3 logarithmes népériens de 3, c'est sensiblement égal à 3,29. D'accord? Donc, nous allons essayer de voir si ce machin, le nombre du second membre appartient à cette image-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On constate que E, je peux rappeler aussi la valeur approchée de E pour pouvoir bien voir, c'est sensiblement égal à 2,718 avec des choses après. D'accord? Et donc, ça, c'est bien dans cet intervalle-là. Donc, ce qu'on remarque, c'est que E appartient à F de ceci. Donc, c'est très important de comprendre comment ça marche. Donc, si vous voulez démontrer que l'équation F de x égale à B admet une solution unique sur un intervalle I, ce qu'il faut faire, c'est de dire que, c'est de vérifier ou bien de démontrer que F est continu strictement monotone sur I.
Puis après, regardez si B appartient à f de I que vous allez calculer. Donc, si B est dans l'image, ça voudra dire que l'équation f de I est égale à B, c'est-à-dire que B admet un unique antécédent. C'est-à-dire que f de I est égal à B admet une solution unique. Donc, c'est exactement ce que nous venons de faire. On a calculé l'image de notre intervalle I, puis on a retrouvé ça. Donc, puisque nous avons ceci, ça voudra dire que, d'accord, l'équation f de I est égale à E admet exactement une solution unique, d'accord, sur l'intervalle en question. D'accord? Donc, on conclut que f1 de I est égal à E. Donc, on pourrait prendre un autre nombre. Généralement, on prend 0, mais ici, c'est un cas où vous allez voir comment est-ce qu'on travaille lorsque le second membre n'est pas 0. Donc, cette équation admet une solution unique sur l'intervalle 2, 3. D'accord? Donc, d'autres personnes pouvaient simplement faire quoi? Puisque la fonction est continue sur tour monotone, d'autres personnes pouvaient simplement calculer f1 de 2 et f1 de 3. Et voici l'un est plus petit que E et l'autre est plus grand que E. C'est tout. Si vous faites ça aussi, ça va marcher. Si l'un est plus petit que E, l'autre est plus grand que E, c'est fini. Ça veut dire que l'équation f de I est égale à E admet une solution unique. Mais le truc le plus important, le plus intéressant dans cette affaire, c'est de déterminer un encadrement de la solution unique, d'accord, à 10 exposants à moins 3 près, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, d'accord. Comment est-ce qu'on fait? Il y a deux méthodes. Il y a la méthode de balayage et la méthode de dichotomie, d'accord. Mais ici, je vais vous exposer juste la méthode de balayage. Dans une autre vidéo, je peux vous expliquer ou bien vous exposer la méthode de dichotomie. Balayage, c'est très simple. Balayage, c'est pour dire que si vous êtes dans cet intervalle, d'accord, vous avez l'intervalle 2, 3. Nous voulons en quelque sorte faire une sorte de balayage, comme le nom l'indique en français. C'est-à-dire que vous allez faire des pas, vous allez parcourir l'intervalle 2, 3, d'accord, en faisant juste de petits pas. D'accord, ici, 2 à 3, il y a un pas qui est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant faire de petits pas, c'est-à-dire ajouter 0,1 de 2 jusqu'à 3. C'est-à-dire quoi? Je vais avoir 2, après 2,1, 2,3 et 2,2, pardon, 2,3, ainsi de suite, jusqu'à 3. Donc, je parcours cet intervalle-là de cette manière-là, mais en calculant chaque fois f de 2, f de 2,1, ainsi de suite jusqu'à f de 3. Donc, ce que je vais faire avec ça, c'est de regarder encore une fois dans toutes les images que j'ai calculées, dans quel intervalle. Donc, moi, je vais utiliser un petit tableau pour vous expliquer. Donc, ça, je mets les valeurs de INS ici, comme vous avez déjà compris le principe. Et de ce côté, je mets les f de INS. Donc, INS 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, ainsi de suite, 2,8, 2,9. Donc, c'est ça le balayage, hein, dans la méthode de balayage. Donc, vous avez puis 3 maintenant. D'accord? Donc, vous balayez en quelque sorte votre intervalle de cette manière-là en faisant juste un pas. Donc, de sorte que quand vous allez calculer les images, d'accord, de tout ceci, vous allez voir dans quel intervalle vous avez constaté un changement de donne. D'accord? C'est-à-dire que le f de quelque chose est plus petit que E, et puis après, c'est plus grand que E, ou bien est plus grand que E, puis après, plus petit que E. D'accord? Donc, dans quel intervalle vous avez constaté que l'image de la fonction, d'accord, passe par en quelque sorte le E en fait. Donc, en 0, on allait dire simplement change de signe. Mais ici, ce n'est pas 0. Donc, c'est vraiment un cas intéressant pour vous montrer comment ça marche. OK. Donc, je vais faire une sorte de balayage. Je vais calculer. Vous pouvez utiliser juste votre machine. Ce n'est pas du tout compliqué. 2 est là, vous calculez f de 2. 2,1 est là, vous calculez f de 2,1. Donc, moi, voici les valeurs approchées que j'obtiens. J'obtiens ici 1,38 sensiblement. 1,55. Vous faites juste vos calculs. 1,73,
D'accord? N'oubliez pas, hein, le E, c'est sensiblement égal à 2,718, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous continuez jusqu'à l'intervalle où vous allez avoir le E. Donc, je continue avec mes calculs. F de 2,3. D'accord? J'obtiens 1,91. D'accord? Le suivant, j'obtiens 2,10. Vous voyez, on tend vers E. 2,29. 2,48. D'accord? 2,68. D'accord? On tend vers E déjà. D'accord? Je continue. 2,88. Donc ici, je constate qu'il y a un changement. Donc dans cet intervalle-là, je constate quelque chose de très important. Je constate qu'il y a E qui se situe entre les deux. Comme E se situe entre les deux, ça veut dire que la solution initiale, la solution de l'équation f de Ince égale à E. D'accord, la solution qu'on avait notée, bon, moi je la note bêta, je ne sais plus comment ils ont noté, mais je la note alpha, pardon. Ça veut dire que la solution alpha se situe entre 2,7 et 2,8, parce que le E est dans cet intervalle. Si c'était l'équation f de Ince égale à 0, on allait juste voir où est-ce qu'on va trouver 0, c'est-à-dire où est-ce qu'il y aura un changement de signe. Mais ici, vous avez E qui est dans le second membre, donc vous allez voir à quel niveau, à quel moment, d'accord, nous sommes passés d'un nombre avant E, d'un nombre après E. Donc, c'est par ici. Par conséquent, le alpha est entre 2,7 et 2,8. Désormais, on va dire que alpha est entre 2,7 et 2,8. D'accord? Maintenant, on continue. Puisque nous, on veut un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 3, ça veut dire qu'on cherche juste 3 chiffres après la virgule. Donc, de sorte que quand on fait la différence de ça avec ça, ça soit majoré par 10 puissance moins 3. Donc, on va faire la même chose. On va maintenant rester dans cet intervalle. Puis, nous allons faire encore le découpage. Donc, 2,7. On fait un balayage pour l'intervalle 2,7, 2,8. Donc, on continue. Donc, ici, vous avez les valeurs de Ince. Ici, vous avez les f de Ince. D'accord? Donc, vous avez 2,7. Donc, on ajoute maintenant 0,01. Ça nous donne 2,71, 2,72, 2,73, 2,74, 2,75, 2,76, 2,77, 2,78, 2,79 et puis 2,8. D'accord? Donc, vous faites la même chose, vous calculez l'image chaque fois. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici maintenant? Donc, pour le premier, on obtient 2,68. Le suivant, 2,70. Vous calculez juste f de chaque Ince. 2,70, 2,72. D'accord? Je constate également ici un changement parce que le E, je vais localiser le E. Donc, je n'ai pas besoin de calculer tout le reste. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Le E, c'est sensiblement égal à 2,718. Donc, si je passe de 2,70 à 2,72, j'ai déjà traversé E. Par conséquent, ma solution se situe ici. Donc, désormais, le alpha est compris entre 2,71 et 2,72. Maintenant, je fais un autre balayage parce que je veux 3 chiffres après la virgule. Donc, je vais juste faire un autre balayage. Donc, ça va faire. Ici, vous avez 2,71. Ici, le f de Ince. Ici, vous avez 2,711, 2,712, 2,713, 2,714. Je continue, d'accord? Je peux également faire les calculs. Je calcule l'image chaque fois, d'accord? Bien sûr que vous pouvez utiliser votre machine. Puis vous mettez les valeurs ici. Donc ça me donne 2,70. 2,70, je peux mettre le troisième chiffre. Ici, 2,73. Ici, 2,7057. Ici, 2,7097. Ici, 2,7117. 2,7117. Donc, je continue parce que
L'autre, c'est 67, 18. D'accord, je continue. Donc ici, 2,7115. Donc je calcule. D'accord. 2,7137. Donc ici, je constate que le E, cette fois-ci, est ici. Parce que l'autre, c'est 700... Non, pas encore, hein, je pense. Non, pas encore. Donc je continue. Parce que le E, c'est sensiblement égal à 2,718. Donc on n'est pas encore là. Donc je continue, 2,7116. Je calcule son image. Qu'est-ce que j'obtiens? 71, 5. J'obtiens ici 2,71, 5. Maintenant 2,71, 17. Je calcule. Ça me donne 2, son image bien sûr. 2,71, 57. 2,71. D'accord, 77. D'accord. Je constate que je n'atteins pas encore E. Je continue, donc 2,718. Ça me donne 2, ça c'est 71,57. Ça me fait 2,71. D'accord. 9. D'accord. 72. D'accord. Et donc, vous avez exactement ça. Ça voudra dire que vous avez... Donc, ça c'est... Oui, je pense que ça c'est 2,7. Ça c'est 7,1, pardon, 1,1. 1,1,2, 7,1,3, 7,1,4, 7,1,5, 7,1,6, 7,1,7, 7,1,8. Donc, vous constatez que d'ici à là, vous avez exactement le E, d'accord, qui se situe entre les deux. Par conséquent, le E, la solution alpha est entre les deux. Donc, vous avez 2,717 qui est plus petit que alpha, qui est plus petit que 2,718. Donc, ça, c'est notre encadrement à 10 puissance moins 3 près. Donc, il suffit juste de faire les calculs correctement, puis voir exactement là où vous pouvez repérer votre alpha. OK. Maintenant, on continue. La question qui suit, on nous dit de calculer la limite en moins l'infini de ceci, de f1 de i divisé par i. Donc, limite, lorsque i tend vers moins l'infini de f1 de i sur i, c'est égal à la limite, lorsque i tend vers moins l'infini, de x logarithme impérial de la valeur absolue de i sur x. D'accord? Ça, c'est la limite. Lorsque i tend vers moins l'infini, du logarithme impérial de la valeur absolue de x. Ça, c'est égal à plus l'infini. On fait la même chose. Limite, lorsque i tend vers plus l'infini, de f1 de i sur x. Ça me donne la limite. Lorsque i tend vers plus l'infini, de f1 de x. C'est-à-dire que de x logarithme impérial de la valeur absolue de x sur x qui me donne limite du logarithme impérial de la valeur absolue de x. Et ça, c'est égal à plus l'infini. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous avez la limite de f de x sur x qui donne infini, ça voudra dire que la courbe admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe des ordonnées. Donc, interprétation. Donc, la courbe de la fonction f1 admet, d'accord, dans le voisinage de moins l'infini et de plus l'infini, une branche parabolique ça ressemble à une parabole parabolique de direction OY, d'accord? C'est-à-dire l'axe des ordonnées. OK. Maintenant, la dernière question, on nous dit juste de construire maintenant la courbe. Waouh, c'est très beau. Donc, pour construire la courbe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par tracer mon repère. Donc, c'est toujours bien d'avoir avec vous le tableau de variation parce que il donne beaucoup d'informations, d'accord? Le tableau de variation donne beaucoup d'informations pour le tracé. Donc, non, je vais juste faire ça.
Donc, je vais juste copier ça. Puis là, je copie, puis je colle ici. D'accord? Ça nous permet d'avoir notre tableau à côté. Donc, je fais ça. Coller. Donc, voilà. Ça, c'est exactement notre tableau qui va nous permettre de représenter correctement la courbe. D'accord? Parfait. OK. Donc, nous avons notre tableau que nous regardons là. Nous pouvons essayer de représenter ces points-là, d'accord, dans notre repère, les points de coordonnées, ça et ça. Donc, on nous dit aussi de prendre l'unité graphique 2 cm. Ça nous permet de ne pas être trop collé aux as. Donc, c'est toujours bien également de déterminer comment on appelle, les points d'intersection avec les as. Par exemple, vous avez f1 de 0 qui vous donne 0. Ça veut dire que la courbe passe par l'origine. Vous pouvez regarder f1 de x égale à 0, c'est-à-dire l'intersection avec l'as des x. D'accord? Ça vous permet de dire que x logarithme indépendant de la variable absolue de x est égal à 0. Donc, x est 0, ou c'est plutôt le logarithme indépendant de la variable absolue de x qui est 0. Donc, ici, vous avez x qui est 0, ou vous avez valeur absolue de x qui vous donne 1. Et donc, x est 0, ou x égale à plus ou moins 1. Donc, ça vous permet de dire que les points de coordonnées 0, 0, 1, 0 et moins 1, 0 sont des points qui sont sur la courbe. Donc, si on respecte maintenant les 2 cm, on obtient 1, 2. Ça, c'est 2 cm, ça va être 1. D'accord? Et puis, moins 1, moins 2. Donc, ça va être moins 1 parce que l'unité graphique, c'est 2 cm. Et donc, ça me permet de dire que la courbe passe nécessairement par ça. Oh, sorry. Je perds le truc là. La courbe passe nécessairement par ces choses-là. Également par ça. Donc, vous avez ça. Pourquoi mon repère s'efface? Donc, vous avez ceci. Vous avez ceci. Donc, 1. Donc, comme je le disais, vous avez la courbe passe par ça et par ça. D'accord? OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Également, ça passe par l'origine, bien entendu. Donc, comme je le disais tantôt, la courbe me dérange un tout petit peu. Je perds mes repères. Donc, vous avez ceci. Vous avez ça. Donc, la courbe passe par ce point-là. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais représenter ces points-là, comme je le disais tantôt. Je représente ces deux points-là. Moins exponentielle de moins 1, c'est vraiment un point qui est très proche de 0. Donc, je le place quelque part ici. D'accord? Mais l'ordonnée, c'est 1 sur E. Donc, si ceci est 1, ceci est 2, donc il est quelque part ici. Donc, c'est juste des valeurs approchées que je fais. Donc, ça, c'est le point de coordonnées moins exponentielle de moins 1, virgule 1 sur E. D'accord? Donc, vous avez ça. Et puis, nous allons représenter de l'autre côté. C'est exponentielle de moins 1, donc ceci. Et puis, moins exponentielle de moins 1 qui vous donne ça. Donc, c'est juste une valeur approchée. Ça nous permet d'avoir ça. Maintenant, nous avons constaté que la droite d'équation x égale à 0, c'est cette droite-là, est une tangente verticale. Ça nous permet d'avoir ça et ça. D'accord? OK. Maintenant, on va construire maintenant notre courbe gentiment. D'accord? En moins l'infini, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une courbe qui démarre à partir de moins l'infini, mais tout en suivant cette branche parabolique-là, tout en ayant une branche parabolique de direction celle de l'axe des ordonnées. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, d'accord, le y aussi tend vers moins l'infini, donc de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir? Puisque c'est une branche parabolique de direction celle de l'axe des ordonnées, ça veut dire que la courbe est plutôt tirée vers l'axe des ordonnées quelque part ici. D'accord? Vous suivez? Et donc, après, ça passe par ce point-là, puis ici. Vous suivez? Donc, la première partie de notre courbe, ça va être juste ça. Donc, on passe par ici. C'est tellement facile. Puis, on fait ça.
Vous suivez? Puis après, on passe par ce point-là, l'origine jusqu'ici. On vient jusqu'ici. Mais avant de venir à l'origine, il y a une tangente qu'il ne faut pas oublier. D'accord? La tangente verticale. Donc ça vous permet d'avoir une courbe très jolie comme ça. D'accord? Puis après, ça repart, ça fait ça jusqu'ici. Bon, il faut bien faire les choses. Ça, c'est... D'accord? Donc ça va être une tangente comme je l'ai déjà dit. Vous avez ceci. D'accord? Puis après, ça remonte, ça passe par ceci. Puis ça continue. D'accord? Parce qu'en plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais on a une branche parabolique également de direction, celle de l'axe des ordonnées. C'est pourquoi vous avez ceci. D'accord? Voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre en commentaire vos avis. D'accord? Si vous avez besoin de la partie B, je vous fais une vidéo pour vous montrer. Merci.